Voilà, nous sommes nombreux dans le studio de Radio J. Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Alors, en studio ce matin avec moi, Nélou Cohn, qui est notre directeur d'antenne, qui est lui-même cinéaste et photographe. Et avec Nélou, bonjour. Bonjour. Et avec Nélou, nous accueillons Émile Weiss. Émile Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cinéaste, réalisateur, et en ce moment, au mémorial de la Shoah, se tient une rétrospective de votre œuvre cinématographique. Nélou. Alors, Émile Weiss filme comme personne d'autre, et je dirais comme personne oserait filmer, car il y a une poésie, il n'y a pas de pathos dans ces films. Et comment concilier le mot poésie avec Shoah, avec l'indicible de la souffrance humaine, de la souffrance juive? Eh bien, Émile Weiss est le seul à aborder ce thème avec sa caméra, j'ai envie de dire, avec sa plume. Émile Weiss est le seul à aborder ce sujet comme personne, et c'est l'écriture la plus originale depuis Shoah de Lanzmann pour aborder ce thème. Ces films parlent de la Shoah sans jamais prendre le spectateur en otage. On apprend l'histoire, c'est très concret, on entend les témoignages, on ressent la souffrance, et en même temps, Émile Weiss travaille en artisan, seul à l'écriture, au tournage, et heureusement, car lorsqu'on connaît le système audiovisuel français, aucun producteur ne le défendrait sur la simple foi d'un projet écrit. Mais au départ, Émile Weiss est producteur. Et donc, il sait exactement comment se donner les moyens, et il sait ce qu'il veut dire et comment il veut le dire. Ceci explique sa liberté de création. Et j'ai rarement vu un réalisateur aussi libre. On peut dire que la liberté, s'il y a un mot qui doit caractériser Émile Weiss dans son œuvre, c'est la liberté. Mais la première question ne concerne pas vos films, Émile. Ma première question est celle-ci. Comment fait-on pour travailler des décennies sur la Shoah, écrire, filmer, monter des films, les défendre devant un public après une projection? Comment trouver son équilibre psychologique pour vivre le quotidien, tout simplement? Oh, c'est un vaste programme, dis donc. Rapprochez-vous bien, voilà. Oui, mais j'enlève mon masque parce que déjà j'articule peu. Et s'il y a le masque, votre public risque de ne pas comprendre grand-chose. Bon, c'est un vaste programme, la question que tu me poses. Écoute, moi je suis un petit juif hongrois de Transylvanie. Ah, pour le roman, vous êtes un roman. Qui est en Roumanie. Tout à fait. Donc j'ai deux langues maternelles. C'est de Cluj. De Cluj. Donc, sauf que Cluj, si tu veux, c'est un territoire qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était rattaché de nouveau à Orti, d'où les Juifs ils étaient déportés. Donc j'ai passé mon enfance dans le milieu familial et autres, où les gens ils avaient un numéro sous le bras. Bon. En même temps, il n'y avait aucune, ni à la maison, ni à l'école, aucune éducation là-dessus. Donc, tout a été transmis dans les familles. Voilà, donc si tu veux, ça s'est transmis par la non-transmission. Ouais. Et c'est une transmission en soi. Hein, le refoulement, c'est quelque chose de très puissant. Tu vois. Quand tu as un prof à ton lycée qui débarque un matin et elle te dit je n'ai pas dormi cette nuit, et elle te dit pourquoi, savoir que pendant, je ne sais pas si tu veux, si c'était pendant la marche de la mort, ou si elle a travaillé à Monowitz, à Buna, dans l'industrie où ils étaient bombardés. Elle fait état d'un bombardement où c'est un chaos indescriptible. Et quand elle se réveille, elle revient à elle-même, elle se trouve avec le doigt de quelqu'un qui est en train de ronger. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu fais avec une histoire pareille, tu vois? Un ancien déporté, donc un survivant, qui te dit, voilà, donc c'est devenu... elle raconte son cauchemar de cette nuit. Donc elle vit avec cette... Bon. Il y a dans le sujet même quelque chose d'énorme. Bon.
Alors, comment on vit toute sa vie? Parce que de ça, on peut... Alors, la question, c'est il y a la fameuse résilience de Cyrulnik, mais dans la réalité... Mais vous, tous les jours, depuis des années, vous travaillez sur ce sujet. Non, pas tout. Si tu veux, je fais quand même un certain nombre de films qui ne portent pas sur le sujet. Vous avez réalisé une vingtaine de documentaires. J'ai 9 documentaires et une plateforme web qui parle de ces sujets-là. Bon. Et c'est vrai que ces 15 dernières années, j'ai consacré tout mon temps à ces sujets. Alors, comment on fait au quotidien? Alors, comment on fait au quotidien? On lit, on étudie, et ça, c'est vrai que ça isole et que ça rentre dans un univers qui regarde l'existence peut-être autrement. Voilà. Alors, du coup, ça a représenté quoi pour vous, cette rétrospective au mémorial de la Shoah? Ça représentait déjà le plaisir d'avoir l'occasion de présenter deux travaux inédits. La plateforme web de Auschwitz, le complexe. Bon. Au moment où j'ai commencé ce travail avec Arte de la trilogie Hirben, la destruction, bon, je me suis rendu compte, je pensais connaître, parce que j'ai lu un certain nombre de livres. Bien sûr. Bon, jamais été, mais je pensais connaître le sujet. Je me suis aperçu, dès le premier voyage, je me suis aperçu que je ne connaissais pas grand-chose. En tout cas, mon idée, si tu veux, que je pu me faire pendant... J'avais déjà 50 ans en plus. Je pensais connaître le sujet. Et c'est malheureux, mais moi je pense que la plupart des gens sont dans cette situation. Ils pensent puisqu'ils ont vu un film ou deux documentaires, ils connaissent le sujet. Bon. Et il y a tellement de poupées russes emboîtées une dans l'autre dans le la Shoah en général et Auschwitz en particulier. Voilà. Oui, alors Auschwitz en plus c'est particulier parce qu'il réunit c'était ça un peu le résultat du travail que j'ai pu faire sur ces 15 années. Je me suis aperçu que chose qui est écrit, il n'est pas étudié comme tel, il n'est pas transmis comme tel. C'est-à-dire que toutes les politiques que les nazis ont mis en œuvre depuis 1933 et surtout après la guerre, tu les retrouves à Auschwitz. C'est une opération pilote où tu as des usines, donc toute la politique industrielle du Troisième Reich y est. Tu as des fermes agricoles avec Daré qui veut faire une réforme agricole pour donner des propriétés aux Aryens à l'Est. Bien sûr. Donc tu as toute une politique territoriale et agricole alimentaire que tu trouves à Auschwitz. Tu as des projets d'urbanisme parce qu'ils ont construit pour les gens de IG Farben tout un quartier. Et il y a plusieurs projets d'urbanisme. Tu as des centres de recherche scientifique. Donc, si tu veux, tu t'aperçois, sans parler de trois camps principaux avec la concentration et l'extermination, parce qu'il y a un centre de mise à mort qui est le centre le plus important, je sais pas. Donc, il y a au moins deux, si tu veux. Je connaissais ces côtés-là un peu. En général, quand on fait la fameuse. Quand on visite Auschwitz et Auschwitz-Birkenau, c'est sur une journée. En réalité, c'est 40 km². 40 km², ça. Pas. Oui, ben ça, c'est ce qu'on appelle le zone d'intérêt. Mais à l'extérieur de ces zones d'intérêt, tu as encore 30 et quelques autres camps. Tu vois, c'est une pieuvre avec en fait, pour les Allemands, c'était un laboratoire parce qu'ils voulaient faire des Auschwitz en Ukraine ensuite, en Russie. Bon, en tout cas, pour les Allemands... C'était le projet. Le projet, c'est la première opération pilote à grande échelle où on met en œuvre tout ce que savent mettre en œuvre les nazis pour la conquête de l'Europe de l'Est, si tu veux. Et ils ont commencé avec ce territoire-là où il y a une tradition germanique de l'Autriche-Hongrie, parce que ça part... À Auschwitz, il y a une petite minorité hongroise, d'ailleurs, allemande. À Auschwitz, il y a un peu plus de 500
Volksdeutsche, tu vois, c'est le maire tout de suite. Mais il y avait, dans toute l'Europe de l'Est, il y a des communautés d'Allemands de souche. Voilà, donc c'est la même histoire dans ma Transylvanie. En Ukraine aussi, il y a beaucoup à Odessa, autour d'Odessa, il y avait des Allemands. Dans ma Transylvanie natale, il y a deux communautés des Allemands. Dans la région à Brasov. À Brasov, à Sibiu, des Sas et des Chevaux. Il n'y en a plus maintenant. Ouais. Bon. Si, il y en a encore quelques-uns. Il reste très peu par rapport aux années 40. Parlons de cette sélection du mémorial. Je voudrais que vous me disiez quelques mots sur... Excuse-moi, juste pour terminer la question précédente, c'est comment il y a différents niveaux de le voir, si tu veux. C'est-à-dire que par rapport au destin juif, Auschwitz, ça représente évidemment des abîmes d'où on sort inconsolé et inconsolable. Bon. Et ça, c'est par rapport à la souffrance juive qui cause le sujet. Tout simplement parce que on ne peut pas faire le deuil de cette histoire. On parlera peut-être tout à l'heure pourquoi on ne peut pas faire le deuil de cette histoire. Parlons tout de suite pourquoi on ne peut pas faire le deuil. Mais il y a un autre niveau, si tu veux, c'est celle de l'histoire. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans mon itinéraire. C'est-à-dire qu'après les 3 films que j'ai faits sur le destin juif, comment l'extermination fonctionne à Auschwitz, je me suis aperçu petit à petit des fonctionnements des complexes, des projets allemands, et c'est ça qui est l'objet de l'Auschwitz Project et le complexe d'Auschwitz en tant que site web, où n'importe qui peut aller sur le site et en 4 heures, il peut faire une maîtrise, voire un doctorat sur comment fonctionne l'ensemble des complexes d'Auschwitz. Il y a 45 sites qui sont documentés avec toute une écriture. Vous ne nous avez toujours pas dit comment vous faites tous les jours. Comment je fais tous les jours? Parce que vous êtes quand même plongé au quotidien dans cet univers. Regardez, la preuve, c'est que je vous pose une question sur tous les jours et vous me racontez Auschwitz. Non, mais je dirais qu'au Moustaki, je suis jamais seul avec ma solitude, quoi. Bon, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Voilà. Mais vous ne l'avez toujours pas dit. Mais c'est pas grave. C'est une réponse aussi. En tous les cas, vous êtes un acteur important, très important de la mémoire collective. Et ça, c'est important. Voilà. Justement, vous dites, en parlant, Lise, vous parlez de la mémoire, Auschwitz, je vous cite, Auschwitz est hors de nous et cependant autour de nous, dans l'air. La peste s'est éteinte, mais l'infection court. Il serait stupide de le nier. Tout homme civil est tenu à savoir qu'Auschwitz a existé et ce qu'on y a perpétré. S'il est impossible de comprendre, il est nécessaire de connaître. C'est toute votre œuvre. C'est des paroles de Primo Levi. Et moi, je m'inscris. Primo Levi, c'est quelqu'un qui me tient par la main depuis de longues années. Alors, justement, après ça, l'homme, le citoyen Émile Weiss, qui vit en France, depuis 20 ans, dans ce pays dans lequel on vit, nous, des Juifs ont été tués parce que Juifs. Ouais. Quelle analyse faites-vous de cette situation et qu'est-ce que c'est être aujourd'hui Juif en France? Ces 20 dernières années, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une sorte de... il y a, je crois, 14 assassinats à ce jour dans ces derniers. Donc il y a un passage. Ça a commencé avec DJ Selam en 2004, Ilan Halimi, les enfants de Toulouse. Eh bien, si tu veux, moi je peux parler de moi, quelqu'un qui n'était pas très... je suis quelqu'un qui a créé le Festival international de la culture juive et de cinéma juif en 81. Oui, on s'en souvient, bien sûr. Qui a existé pendant 6 ou 7 années. Oui. Je veux dire, aussi bien la Shoah que l'antisémitisme n'était pas du tout des préoccupations premières. Ma préoccupation première, je crée le festival pour ça, c'est de voir quel rapport entretient une civilisation, la civilisation juive, avec la représentation, en cinéma, en théâtre, en littérature. Bon, j'étais dans un
Dans une mouvance qui essayait de mettre peut-être la culture juive en avant. Voilà, et qui essayait d'agir par action, pas par réaction aux événements. J'appellerais ça une sorte de le judaïsme actionnel. Bon, voilà. Tout à fait. Je dois dire que les événements m'ont donné tort, c'est-à-dire que c'est très décevant de voir comment la bêtise, la bestialité humaine qu'on croyait enterrée, morte après Auschwitz, elle peut refaire surface. Bon, elle refait surface essentiellement dans le monde islamiste. Pas islam. D'un côté, il y a ce monde, parce que tous ces assassinats de juifs, c'est pas l'extrême droite qui les a commis, mais encore ce week-end, 200 manifestants néo-nazis ont fait une manif avec des bras tendus. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Il y a ça aussi. Mais ce que je trouve très dommage là-dedans, pour être constructif, constructiviste, je trouve ça dommage, par exemple, que le dialogue avec le monde musulman, il est pas assez actif. Tu vois. Pendant un moment, il y avait une émission de radio où notre grand rabbin de France entretenait à l'antenne une discussion. C'était sur une chaîne télé. C'était sur l'ancienne, ça s'appelait Direct 8. Où on montrait comment on pouvait, par le dialogue, avoir une bienveillance. Sauf qu'en face de lui, c'était pas un imam, c'était un penseur. C'était un penseur. Il n'a pas trouvé un imam prêt à discuter. Bon, qui est décédé depuis et qui n'a pas eu toujours la vie facile. Bon, c'est un psychanalyste. Mais qui connaissait l'islam. Bon, moi je trouve que ce dialogue, elle manque, quoi. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et je trouve, il faut être deux, il faut être trois. Et je trouve ça très dommage que les autorités juives et musulmanes ne mettent pas en avant, elles mettent pas sur la table l'héritage commun. Il y a quand même beaucoup d'initiatives. Le temps passe très vite, malheureusement. Non, c'est pas seulement un héritage commun. C'est le Coran à 85%. À 85%, c'est des copier-coller des midrashim. Donc il y a un héritage dans l'islam. Faut-il encore le reconnaître, parce que... mais ça, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion, parce que là, on voudrait parler. Voilà, Émile, je voudrais que vous nous parlez de film Le mot pour le dire. J'ai parlé en début d'entretien de la poésie dans vos films, et la poésie sur la Shoah, c'est Charlotte Delbo. Bon, mais là, alors, je m'excuse, je vous interromps, ça passera au mémorial de la Shoah le mardi 25 janvier à 20h. Je vous laisse répondre. Juste avant que vous nous parliez de ce film, il faut rappeler que c'est une première mondiale, il n'a jamais été projeté nulle part, que c'est le premier film qui est consacré à Charlotte Delbo. On n'a jamais fait un film sur cette femme exceptionnelle, résistante et survivante de la Shoah. Non, c'est le premier film qui est fait à partir de textes de Charlotte Delbo. Mais le film était présenté au Festival international de films d'histoire. Il a eu le prix de public cet été. Okay. Donc c'est pas une première mondiale, c'est une première à Paris. C'est une première à Paris, oui. Ok. Alors Charlotte Delbo. Oui. Charlotte Delbo, quelques mots très vite pour nous rappeler qui elle était. Non, Charlotte Delbo, c'est une résistante qui était déportée dès 1942. Elle était l'assistante de Jouvet. Elle revient en France. Jouvet, il est en tournée en Amérique latine. Elle revient en France. Jouvet ne veut pas la libérer. Il bloque le passeport, etc. Bon, il y a tout. Parce que en fait, Jouvet voulait la protéger. Au moment où elle apprend que des résistants sont arrêtés, torturés et assassinés, elle décide de venir en France. On est en 1941. Elle aurait pu rester en Amérique latine durant toute la guerre et sauver sa vie. Voilà, alors il se trouve, si tu veux, que elle revient et elle est prise rapidement. Elle aide son mari qui est Doudac,
Et Dudas, il est un peu le factotum de réseau de résistance c'est de la résistance communiste. Résistance communiste, mais des penseurs, c'est des intellos. Oui. Bon, ça m'échappe là, le nom de... Juste pour dire, dans les années 60, elle fait un voyage en Union soviétique. Elle revient sur son communisme aussi parce que elle découvre la réalité. Bien avant, elle n'est pas d'accord déjà. Qu'est-ce qui se passe dans le camp? Comment les cadres... Marie-Claude Vaillant Couturier. Les directives sont que les simples soldats peuvent être sacrifiés pour que les hauts cadres puissent être sauvés. Il y a tout un... Déjà pendant dans le camp. Pendant l'internement. Pendant l'internement, déjà, elle est un peu... Bon, elle est libre. Hein. C'est une femme libre. Il faut dire qu'à la fin de sa vie, c'est une des premières dans les années 70 qui dénonce le négationnisme de Faurisson. Dont le neveu, on relie à l'actualité. Mais ce qui est important avec Charlotte Delbo, c'est la raison pour laquelle je fais le film, c'est que j'ai lu, quand tu lis ce texte, la trilogie Auschwitz et après, si tu veux, ces textes-là, tout simplement, m'ont sauté à la gorge. Il n'y a personne qui a écrit comme ça. Il faut absolument aller voir ce film. Et alors, un autre film, très vite, Émile, excusez-moi. Mémoire d'Ernest, oratorio pour une voix, une machine à coudre d'Émile Weiss, en présence d'Émile Weiss au Mémorial. Et ce sera le mardi 25, voilà. Voilà, Émile Weiss qu'on va inviter de nouveau, donc rétrospective, Émile Weiss au Mémorial de la Shoah. C'est la fin du marathon, là. Oui, là c'est la fin du marathon. Oui, parce qu'on est vraiment trop en retard. Ah bon, je croyais. Merci beaucoup à tous les deux. Et Lélou, on vous retrouve demain sur Radio J, bien entendu.